Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Art en scène sur la RTS2. Alors, Art en scène reçoit aujourd'hui un artiste que l'on ne présente plus sur la scène nationale et sur la scène internationale, Kalidou Kassé. Depuis plusieurs décennies, il s'est imposé comme la figure de proue de la création artistique au Sénégal. Et c'est aussi un véritable ambassadeur des arts africains. Ses œuvres sont présentes partout dans le monde, que ce soit aux Nations Unies, au cours de la Haye, dans les collections privées des plus grands hommes de ce monde. Et ici même, au Musée des Civilisations, où nous avons le plaisir de le recevoir dans notre deuxième numéro de Art en scène, votre magazine culturel sur la RTS2. Kalidou Kassé, bonjour. Bonjour Abdrahman. Alors Kalidou Kassé, vous venez en tant qu'artiste contemporain visiter, en tout cas venir dans ce musée, dans le cadre de cette émission où sont collectionnées des œuvres parfois des pièces qui ont plusieurs décennies, parfois plusieurs centaines d'existences. En tant que créateur moderne, contemporain, que vous inspire toute cette collection? Moi, je pense que je suis d'abord très content d'être invité par Art en scène dans ce musée des civilisations noires. En réalité, le musée, pour moi, je peux intituler même le nexus musée et public. Quand je parle de cela, c'est parce que le musée est le prolongement naturel de la société qui nous renvoie à un regard extérieur pour voir ce qui se passe dans notre société, mais vu autrement dans un autre espace. Si aujourd'hui on se rappelle par exemple des cabinets de curiosité en Europe, qui véritablement, quand les gens venaient regarder ce que les masques étaient confinés dans des espaces veloutés, pour présenter une sculpture, pour présenter un objet, c'est-à-dire un masque africain. Et tout le monde se rappelle de la déesse, la négresse empaillée, où les gens venaient regarder à travers ces vitrines-là. Le musée aujourd'hui en Afrique n'a jamais été quelque chose de nouveau, mais c'est un problème d'adaptation de notre public par rapport au musée. Et le musée est le prolongement naturel de ce qui se passe dans notre société, parce que quand on prend par exemple l'objet qui était véritablement rituel, et plus tard est devenu utilitaire. La calebasse, notamment, qui était utilisée dans les cérémonies rituelles, sont devenues utilitaires avec le temps, mais le musée récupère tout cela pour le marquer dans le temps et dans l'espace. Et quand vous venez au musée, vous avez un dialogue, véritablement dialogue entre les masques, entre tout ce qui se faisait en termes de pratiques religieuses, en termes de pratiques, ainsi de suite. Le musée peut vous raconter cette histoire, et il était temps aujourd'hui qu'on ait ce beau musée des civilisations noires, qui véritablement fait un excellent travail aussi à travers le monde. Quelle est la place des créateurs contemporains comme vous dans ce musée? Est-ce qu'il y a espace pour vous? Est-ce qu'il y a un cadre qui vous est dédié? Est-ce que vos œuvres sont présentes dans ce musée? Le musée est quelque chose de transversal, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, heureusement, nous avons un historien, aujourd'hui, le professeur Hamadi Bokoum, qui véritablement comprend véritablement le rôle du musée, et celui qui a amené ce musée à ce niveau-là, qui véritablement connaît aussi l'importance des œuvres d'art contemporain. Effectivement, mes œuvres sont présentes dans ce musée-là, en matière de peinture et de tapisserie. Le musée m'a acheté des œuvres. Et ensuite, c'est de dire comment ces œuvres aujourd'hui sont rentrées définitivement dans l'histoire, parce qu'ils vont être conservés pour ensuite répondre plus tard dans le temps et dans l'espace à des questionnements qui vont être posés plus tard sur l'art contemporain et son évolution au Sénégal. Et je pense que c'était important que ce musée ait lieu pour véritablement accueillir ces œuvres, non seulement d'art traditionnel, mais aussi d'art contemporain. Et cherchant tout ce qu'il y a comme charge par rapport à l'histoire de l'art contemporain en Afrique. Effectivement, Kalidou, cette histoire de l'art contemporain, on va essayer de remonter le fil du temps, dépoussiérer les pages, jaunies sans doute, mettre un peu de souffle sur les palettes jaunies. Alors, quand on parle de Kalidou Kassé, autour de moi, les gens me disent « Ah oui, Kalidou de Polane ». C'est un peu à vos origines, on vous a connu en tandem, Polane et Kassé. Alors, aujourd'hui, vous êtes plus connu, plus présent en tout cas sur la scène. Alors, qu'est devenu ce tandem et qu'est devenu Polane? Alors, ce tandem, je suis content d'ailleurs de parler de Polane. Mon ami, c'est mon frère, c'est mon demi-frère. D'ailleurs, la preuve, c'est mon fils porte le nom de Polane. Polane est un ami avec qui on a cheminé ensemble pendant longtemps, d'une quarantaine d'années de parcours artistique. Mais au début, il y avait d'autres artistes. Il y avait Maha Diop, à son âme, il vient de décéder il y a quelques jours, de cela en Espagne. Il y a Racine Khan,
Racine Ndiaye, qui était aussi un ami avec qui on a partagé vraiment cet espace de création. Mais avec Paulan, nous avons continué notre parcours jusqu'à l'ouverture de notre première galerie. C'est la première galerie privée du Sénégal. Dans les années 90. Dans les années 90, tenue par des artistes et par des artistes. Et cela nous a permis de comprendre comment une galerie devrait évoluer, devrait s'organiser. Et en somme, à 5 années, 6 ans après, nous sommes allés aux États-Unis, notamment à New York, pour nous installer là-bas avec notre atelier, pour comprendre aussi comment les Américains travaillent sur le cadre artistique. Et de retour, nous avons continué et cette galerie a fonctionné pendant presque 11 ans, 12 ans. Et Paulan est parti aux États-Unis pour aller voir encore autrement sa création. Moi, j'ai continué mon parcours à Dakar en ouvrant les ateliers du Sahel pour avoir le prolongement de la galerie des artistes réunis. Oui, les ateliers du Sahel. Et à ce titre, on vous a dénommé le pinceau du Sahel, Kalidou Kassé, le pinceau du Sahel. Parfaitement. D'où vient ce nom? Ce nom vient de notre ami Feu Iba Ndiaye Diadji, grand critique d'art, véritablement. Et syndicaliste au passage. Oui, justement, qui marquait son temps, marquait sa période par ses écrits, qui sont encore toujours d'actualité. Parce que quand il disait l'impossible art africain, il interrogeait la culture, l'art par rapport à l'Afrique. Quel était son véritable rôle ici, dans notre continent? Et Iba Ndiaye avait su donner des réponses, véritablement même des réponses en avance par rapport à ces questionnements-là. Quand il a vu, un jour, il m'a rencontré par hasard, je ne le connaissais pas trop. Il s'est approché de moi, on a échangé de contact et tout. Il m'a dit, je m'intéresse à ce que tu veux, je voudrais venir à ton atelier. C'est là où il est venu dans mon atelier, mais pendant plus de, je peux dire, 6 mois, je ne comprenais même pas qu'est-ce qu'il cherchait. Il venait un jour, il me dit, j'étais juste de passage, il me trouvait au travail. Un autre jour, il vient, il me trouvait en train de lire. Un jour, il me disait, bon, aujourd'hui, je viens juste regarder tes tableaux. Il est parti. 6 mois après, il me dit, je vais écrire un livre sur toi. J'ai dit, ah oui, un livre, pourquoi? Il me dit, non, j'aime beaucoup ce que tu fais et je comprends ta démarche. Parce que depuis 6 mois, j'étais en train de chercher ta démarche pour voir ce que tu fais. Alors, il a d'abord sorti un texte, il m'a surnommé le pinceau du Sahel, qu'il m'a remis juste en face de l'université. Et j'étais très fier de ce texte-là quand je l'ai lu. C'est là où il m'a surnommé le pinceau du Sahel, en parlant de mes travaux sur les personnages filiformes, sur les animaux filiformes, ainsi de suite. Les couleurs du Sahel qu'il a essayé de restituer dans mes tableaux. Et ce texte était un texte très fort qu'il a publié même dans les journaux un peu partout. Mais malheureusement, le livre n'a pas pu aboutir. Entre-temps, il est décédé. Le nom est resté. Donc, voilà, c'est un hommage un peu à ce critique d'art et universitaire qui était Iba Ndiaye, décédé donc à son âme. Alors, Kalidou Kassé, si on regarde très bien vos œuvres, surtout vos œuvres plastiques, il y a des constantes. Il y a ce boule de soleil-là, à la lumière incandescente. Il y a ce chemin de lumière qui nous mène je ne sais pas où. Il y a ces couleurs du Sahel, ce ocre, ce jaune. Il y a ces personnages filiformes, etc. Est-ce que c'est volontairement que vous est venue l'idée de représenter les réalités des peuples du Sahel? C'est deux choses à la fois, volontaire et involontaire. Parce qu'il y a des choses qu'on restitue dans ses œuvres. C'est une restitution qui est restée dans le fond de son âme. Parce que quand on était enfant, on est passé quelque part. On a subi des choses, on a vu des choses, on a vécu véritablement son temps. Et par rapport à tout ce parcours, c'est une restitution, ce que j'appelle une synthèse esthétique à travers mes œuvres. Cette synthèse-là me vient d'un parcours de peut-être de 30 ans, de tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vu, tout ce qui m'a inspiré dans mon environnement, et c'est restitué dans mes œuvres. Mais à la longue, je me suis dit, mais est-ce qu'on doit rester toujours dans un espace sombre? J'ai dit non, l'obscurité, je n'aime pas trop. Je préfère sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Et aller vers la lumière, c'est de quoi? C'est de dire que nous avons besoin toujours d'un point de lumière, c'est-à-dire de cette étincelle dans chaque foyer, dans chaque esprit, pour éclairer le monde, parce que le monde devient de plus en plus sombre. J'ai opté pour la lumière, pour dire que la lumière, aujourd'hui, moi, c'est la vie. C'est la vie, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand on est dans la lumière, on est illuminé, et la lumière, c'est simplement le savoir. Le savoir qui est très présent également on le verra tout à l'heure, avec dans la rubrique Objet culte, à quel point vous tenez au savoir et la présence du savoir aussi dans les arts, puisque pour vous, ce n'est pas deux domaines qui doivent être liés, mais au contraire, c'est deux domaines qui se joignent et qui doivent se retrouver. Alors, on va remonter. La question principale ou la question première que l'on a envie de poser quand on est face à un artiste,
c'est la question des origines, finalement. D'où est venu le déclic? Alors, je peux dire que le déclic est venu de mes origines, hein, ça il faut le dire, parce que ma mère, elle était brodeuse. Elle faisait de la broderie et puis d'une dextérité extraordinaire. Rappelez aussi que ma grand-mère avait dans sa cour des tisserands qui tissaient pour elle des pagnes. Donc, étant né dans cet environnement, je grandissais dans cet environnement en regardant entre fils, quenouilles, navettes, ainsi de suite. Et cela est resté dans ma mémoire, quelque part, peut-être enfoui. Je suis allé à l'école, j'ai continué, j'ai vu ma mère broder vraiment sur des tissus vierges, sortir de ces motifs extraordinaires. J'étais très proche de ma mère qui m'appelait même Kharitou Yayam. Je regardais ce qu'elle faisait avec beaucoup d'attention. À un moment donné, j'ai choisi quand même d'embrasser les arts. Parce que quelque part en moi, peut-être que cela s'est rebellé pour que je puisse le faire ressortir. Mais rappelez aussi que dans mon enfance, j'ai fréquenté l'école coranique. J'ai fait l'école coranique jusqu'en presque seconde, je peux dire. Et j'étais très gêné parce qu'à un certain âge, c'est-à-dire étant gaillard, on va à l'école coranique parce que c'était forcé. J'avais ma grande tablette où je me cachais même pour que mes amis ne me voient pas. J'étais un peu gêné, mais ça m'a beaucoup servi. Non seulement je maîtrise l'écriture calligraphique sur le Coran, c'est moi qui écrivais toutes les tablettes de mes frères. Et je m'appréciais aussi d'aller chercher l'encre, ce qu'on appelle le daha. Le daha, c'est moi qui allais le chercher dans les quilles de marmite, dans les fonds de marmite, le mélanger avec le dakandé. Je prenais ce qu'on appelle le khalima, cette plume traditionnelle qu'on écrit le Coran, et je taillais ce khalima pour sortir ce que je voulais comme motif. Cela me permettait d'avoir c'est-à-dire les reliefs, les déliés, les points fins, ainsi de suite. Et cela m'a permis, dans mon travail d'artiste, d'être très pointu dans ce que je fais. Oui, quand on voit vos personnages, on a l'impression qu'ils sont plus peints au khalima qu'au pinceau d'ailleurs. Justement, et cela a contribué à me donner une maîtrise de cela. C'est pour cela que dans mes premiers travaux, j'ai commencé à l'encre de Chine. J'ai beaucoup peint avec l'encre de Chine parce que le dame avait une certaine influence dans mon travail parce que j'allais à la papeterie Panoa à Thiès où j'achetais les bouteilles d'encre de Chine que j'adorais beaucoup. Quand je les avais, c'est comme si j'avais mangé toute la journée, j'étais tranquille. Et je faisais avec ça le khalima, je peignais avec la plume. Donc à un moment donné, j'ai passé cette étape maintenant pour aller. C'est quand je suis allé aux manufactures sénégalaises des arts décoratifs, où j'ai fait ma formation de lycée, où j'ai continué mon parcours, où je suis sorti totalement de toutes ces formes esthétiques, et ainsi de suite, pour aborder d'autres formes qui me permettent aujourd'hui d'exprimer ma pensée et de la meilleure manière aussi, quoi. Vous l'avez dit, votre école, c'est d'abord la cour de votre maison auprès de votre maman. Et on retrouve les motifs, la navette, le tissage dans vos travaux. La manufacture décorative de Thiès également, dans laquelle vous avez été formé. Mais avant vous, il y a eu une génération d'artistes assez éminentes que l'on appelait l'école de Dakar. Quel rapport vous entretenez avec cette génération, qu'on a dit, cette génération dorée des arts plastiques sénégalais? Je peux dire que c'était un rapport excellent parce que moi, en faisant les manufactures, je peux dire que pratiquement 80% ou 90% des peintres de l'école de Dakar m'ont trouvé là-bas. Parce que c'est simplement, j'étais à l'atelier de cartonnage, après j'étais à l'atelier de tissage, basse-lisse, où véritablement j'ai vu défiler devant moi tous ces cartons des artistes de l'école de Dakar. Ce qu'on appelle l'école de Dakar, c'est simplement les artistes qui ont su marquer le temps par rapport à cette époque de Senghor, qui parlaient d'un art nouveau pour une nation nouvelle. C'était par rapport à cette période de parallélisme asymétrique que Senghor voulait tant chanter souvent, quand on voit aujourd'hui, parce que c'était relié entre l'architecture et la peinture. Ce qui fait que cette école de Dakar a su marquer son empreinte par rapport à cette période des années 60, 70, ainsi de suite, jusqu'aux années 80. Et cette école de Dakar a parcouru le monde entier, où véritablement ces œuvres aujourd'hui nous ont valu beaucoup de satisfaction. On peut en citer de grands artistes aujourd'hui qui sont passés par ce parcours, et aujourd'hui nous sommes redevables à ces artistes-là et nous prenons ce flambeau pour continuer encore ce parcours de l'école de Dakar. Des héritiers de l'école de Dakar. Alors, Khalidou Kassé, mais également pas forcément des héritiers. Ça dit que c'est un héritage qu'on peut remettre en cause. Non, ce n'est pas un héritage qu'on peut remettre en cause, mais c'est un héritage
qu'on peut remodeler, qui est là présent, très positif. Ouais. Et maintenant, c'est une continuité de le faire autrement aussi. C'est une continuité. Alors, on va aller dans la rubrique Expression, découvrir l'artiste chez lui, à l'œuvre, dans votre atelier, atelier du Sahel. Donc, tout de suite, dans notre rubrique Expression, on découvre Khalidou Kassé au travail. Le monde doit être en couleur. Parce que la vie, elle doit être de lumière. Parce que l'obscurité, c'est pas bon. Donc j'ai choisi de mettre dans chacune de mes œuvres un brin de lumière, un brin de soleil pour éclairer le cœur et l'esprit et le foyer de toutes ces personnes qui sont en détresse. Dans la vie, on ne cherche que 3 lumières. La lumière de son cœur, de son esprit et de son chemin. Quand on a la lumière dans le cœur, on est plein de bonne volonté. On a beaucoup de tendresse, on a beaucoup d'amour vers les autres. Quand on a une lumière dans son esprit, on est beaucoup plus clairvoyant, on voit mieux les choses venir, quelles sont les bonnes décisions à prendre. Mais la lumière de son chemin, chaque fois qu'on se réveille, ce qu'on dit, c'est de demander au bon Dieu d'éclairer votre chemin. Donc la vie, elle est faite d'amour, de paix et d'espoir. Il m'est arrivé un jour de dire, mais pourquoi je travaille sur des thèmes purement philosophiques? C'est très bien, mais d'autre part, est-ce qu'on ne doit pas faire appel à nos valeurs? Nos valeurs, c'est quoi? C'est ce que nous vivons ensemble. Tout le monde a besoin de Nyan Wadjour. Parce que je me suis dit, je vais faire un tableau intitulé Nyan Wadjour. Je suis reparti dans mes origines, dans mes us et coutumes, pour puiser, c'est-à-dire cela, et pouvoir le mettre dans mes tableaux, mais pouvoir le décrire. Si je l'explique à l'autre qui ne connaît pas peut-être cela, au moins on a une base de discussion qui nous permet d'échanger sur ses valeurs et sur mes valeurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle tout simplement la mondialisation. Je l'ai intitulé Couple en harmonie. Quand je dis couple en harmonie, c'est parce que c'est 2 personnages qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas du tout, qui sont nés différemment de 2 lieux différents, qui ont grandi différemment dans 2 lieux, mais qui se retrouvent un jour pour partager un espace très personnel. Mais il y a aussi toujours l'esprit de cette œuvre-là, qui rappelle que l'être humain, Mingini, j'ai mis dans ce personnage un esprit. Personne au monde ne peut savoir ce que l'être humain a dans sa tête. Il n'y a que Dieu seul qui le sait. Mais ce qu'il pense, c'est tellement personnel qu'il l'a seulement dans son esprit. Mais à force d'être ensemble, on finit par accorder les violons, être ensemble, être dans la même longueur d'onde et aller véritablement encore vers cette lumière. Vous êtes polyvalent, artiste protéiforme. Comment vous passez d'une forme d'expression artistique à une autre? Qu'est-ce qui dicte le choix d'une forme artistique plutôt qu'une autre? Comment ça se fait, le choix? Le choix est dicté naturellement parce qu'il y a une interpellation intérieure qui vous dit que voilà, c'est comme si je vous fais une petite caricature, vous faites un tableau, vous dessinez un personnage. Vous commencez par exemple, mettre la tête. Bien sûr, on commence par la tête. Le personnage vous dit où sont mes bras. Vous sortez les bras. Il y a quelque chose qui vous dit où sont mes jambes, vous le sortez. Et ainsi de suite, le personnage est né. Mais en fait, l'inspiration ne peut pas être commandée ni dictée. C'est quelque chose de naturel qui vient en soi. Moi, j'aime changer de médium, de matière. J'aime pas trop rester sur une œuvre, dire que voilà, je fais que ça, non. Moi, j'aime toujours changer
par rapport à ma création. Je suis dans la peinture, je sors de la peinture pour aller vers la sculpture quand je le sens. Je suis dans l'installation, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire une installation qui fait à peu près 4 mètres ou 5 mètres de long. Et c'est ce que je ressens en ce moment. Mais des fois même, il m'arrive de ne pas terminer cela parce que je ne suis plus inspiré et j'arrête. Est-ce qu'il y a une continuité? Ça, c'est peut-être le critique qui pourra le dire. Mais est-ce qu'il y a une continuité dans vos œuvres? À la fois continuité des formes, continuité des couleurs. Quand vous passez de la sculpture à la peinture, au lissage, donc à la tapisserie, est-ce qu'on trouve une certaine continuité? C'est là où c'est intéressant. J'aime beaucoup la rupture. Je n'aime pas la continuité. Je n'aime pas la continuité dans la mesure où quand je fais les mêmes choses, je me lasse. Je dis que je fais ça, je fais une rupture, j'essaie de créer. Quand on est dans la création, parce qu'encore, rappelez que la définition de l'art plastique, c'est ce qui est en mouvement. Quand on dit créateur, c'est parce qu'on est obligé d'aller au plus profond de son âme pour sortir des choses nouvelles. Mais si on revient sur les mêmes choses, ça ne me ressemble pas de la créativité. Moi, je dis que je suis dans la sculpture, j'en sors pour aller vers la tapisserie, j'en sors parce que tous les médiums n'ont pas les mêmes techniques. Aujourd'hui, si c'est la peinture, il y a une façon de le faire. Si c'est la tapisserie, il y a un processus. Si c'est, par exemple, la mosaïque, c'est un travail avec la pâte de verre, il y a une façon de le faire. Donc, tout est processus de créativité. Mais dans l'ossature, dans la démarche, on sent qu'il y a une continuité dans la démarche, mais différemment. Tout à fait. Quand on est présent sur la scène artistique depuis plusieurs décennies, comme vous l'êtes, où vos œuvres sont exposées un peu partout, vous êtes adulé par la critique, comment on fait pour se remettre en cause, pour se renouveler, pour apporter un souffle nouveau à sa création? Pour le faire, c'est simplement de se dire, de prendre conscience de ce qu'on représente par rapport à sa signature. Et de dire que de ne jamais dormir dans ses lauriers, parce que pour dire que simplement, voilà, j'ai réussi telle étape, je m'en arrête là. Non, non, non. Il faut toujours aller de l'avant, parce que moi, j'aime toujours les défis. Les défis, c'est de dire quoi? Aujourd'hui, je me réveille, j'attaque une toile, j'essaie de renouveler tout ce que je faisais en telle année. J'essaie de voir comment changer de telle étape, aller sur telle étape. Maintenant, en prenant conscience que tout cela, il faut le faire dans le professionnalisme. Quand je parle de professionnalisme, il faut l'entourer, c'est-à-dire de tout ce qui véritablement vous aide à arriver à faire le mieux votre travail. Et dire que ce qu'on appelle privilégier le faire, dire que moi je ne suis pas comptable, je ne suis pas expert, je ne suis pas ceci, mais je suis un plasticien, je m'en irai dans mon travail en cherchant les bonnes personnes pour m'accompagner dans le cadre de mon travail. Oui, ça aussi c'est une problématique intéressante parce que vous êtes artiste, mais vous êtes aussi chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur. Comment vous alliez? Vous avez une carrière à gérer. Vous êtes sollicité par les musées, vous êtes sollicité par les journalistes, vous devez gérer à la fois votre travail de création et tout ce qui est autour. Comment vous alliez les deux, à la fois gérer votre création et manager votre carrière, et pour une carrière qui est, machallah, si bien réussie comme la vôtre? Alors, je peux dire que l'ouverture de cette galerie des artistes réunis, Paulan et Khalidou Kassé, a été très bénéfique par rapport à notre démarche, par rapport à notre parcours, par rapport à notre, je veux dire, carrière artistique. Et cela, nous penserons toujours à notre ami et frère Abdou Fattah Diagne, qui dans les années 90 avait misé sur nous en disant que je vais vous offrir un espace de création et vous aider et vous accompagner. Pendant plus d'1 an, il nous a accompagnés pour nous laisser continuer notre parcours. Il avait mis à disposition un manager qui s'appelait M. Bousso, c'est un de nos oncles, qui nous coordonnait, nous expliquait comment on doit organiser une galerie, une administration, comment on doit nous organiser. Et cela nous a permis de mieux comprendre véritablement quel est notre rôle dans cette société-là. C'était d'abord de nous formaliser, ensuite d'aller vers une professionnalisation sur tous les plans, sur le plan des achats, sur le plan de l'encadrement des tableaux, comme vous avez vu Samba, qui est aujourd'hui le chef de l'atelier, qui s'occupe uniquement que d'encadrement des tableaux, parce que dans cet aspect-là, c'est aussi un aspect professionnel, où il faut simplement savoir qu'un tableau, quand il doit être encadré, il y a des normes sur le châssis qui doit être d'équerre, sur la madeleine, sur la baguette, carré, ronde, et ainsi de suite. Mais au-delà aussi, c'est l'organisation pratique, comment faire des achats pour mobiliser du matériel, de la toile par rapport à la toile de qualité et toute la peinture et ainsi de suite, et devoir maintenant de se projeter dans le futur, dans le moyen, le court et le long terme. C'est dire que j'ai des expositions à venir dans 1 an, je le prépare maintenant.
il me faut préparer les toiles qu'il faut, il me faut ceci. J'ai un contrat en Europe, aux États-Unis ou partout, parce que pendant cette période, nous avons fait notre déplacement aux États-Unis pour nous installer à New York. Et cela nous a permis, au contact des galeries qui sont à New York, à Soho naturellement, parce que Soho, c'est l'épicentre de toutes les galeries du monde. Les artistes, la créativité, bouillonne d'une manière extraordinaire. Et ce contact avec ces galeries, ces grandes galeries, ces artistes, ces peintres, nous ont permis de comprendre l'importance de l'art. C'est pour cela que quand nous sommes revenus, nous avons continué sur ce parcours-là pour nous stabiliser et d'avoir cette traçabilité sur le plan professionnel aussi. Oui, ça vous a été utile dans le sens où vous avez été mis en contact très tôt dans les années 90, donc grâce à cette galerie que vous avez ouverte. Une galerie dont tout le monde n'était pas convaincu de sa pertinence. Certains disaient que bon, voilà, des artistes qui ouvrent des galeries, etc. Donc maintenant, est-ce que le fait d'avoir découvert comment fonctionne le marché international, est-ce que cela vous a été utile par la suite, ou bien en quoi est-ce que cela vous a été utile dans la suite de votre carrière? Pour répondre à cette question, la galerie, quand on l'a ouverte dans les années 90, effectivement, les gens ne savaient pas. Ils m'ont même demandé c'est quoi une galerie. Ils ne savaient pas la pertinence d'une galerie. Heureusement que 98% de ces artistes ont exposé dans cette galerie-là, où on les a accompagnés dans notre travail. Dans l'autre thème, c'était de dire que la mission de l'artiste, c'est quoi? C'est de savoir que quand on ouvre une galerie, on travaille pour la postérité, mais on travaille aussi pour les autres. C'est de les permettre d'avoir de la visibilité, de leur permettre aussi d'avoir un professionnalisme sur le plan international. Parce qu'à cette époque, nous avons reçu ce que j'appelle l'exposition internationale Songs of My People, qui a fait le tour du monde. Et à l'époque, c'était organisé par l'ambassade des États-Unis et le Centre culturel français. Tous les deux vernissages de l'ambassade des États-Unis ont été faits dans notre galerie. Cette exposition de Songs of My People qui représentait la condition des Noirs dans le monde. Et cette exposition faisait le tour du monde. Cela nous a permis de comprendre que d'autres galeries comme nous travaillent ailleurs. Et c'était le moment de lancer véritablement, je veux dire, un peu notre message dans ce cadre-là. Et tout nous a permis, avec le temps, d'avoir des visites, des rencontres, des contacts, et au fur et à mesure, et puis aussi pour la pertinence de notre travail, qui nous permettait d'être invités dans des galeries ou dans des musées. C'est ainsi que nous avons parcouru le monde avec nos œuvres, en exposant par-ci et par-là aussi. Mais justement, il y a un événement majeur ici en termes de création artistique, c'est la Biennale des Arts. Est-ce que la Biennale des Arts a l'aura qu'elle avait ou qu'elle voulait se donner au départ? La Biennale s'est même bonifiée, surtout la dernière Biennale a été une réussite totale, parce que les Biennales se suivent mais ne peuvent pas se ressembler, parce que chaque Biennale apporte quelque chose de nouveau. On a vu que la dernière Biennale aussi a été une réussite totale, parce que sur tous les plans. Parce qu'effectivement, la Biennale est allée jusqu'à travailler avec la NSD, qui permet d'évaluer le montant des ventes, le montant de participation des artistes. Qu'est-ce qui a été fait pour véritablement comprendre c'est quoi l'évolution économique de cette Biennale dans le cadre de notre pays. L'Agence nationale de la démographie, oui. Au point est là. Ouais. Voilà, justement. Pour comprendre les enjeux véritables économiques, culturels de la Biennale. Ça a été vraiment un moment important, véritablement, d'échanger avec ces personnes de cette institution-là. Et cela montrait encore que la Biennale se formalise et se professionnalise d'année en année. Et aujourd'hui, par exemple, pour la prochaine Biennale, il y a beaucoup d'enjeux qui sont en route, parce que nous avons effectivement créé ce marché des arts contemporains, qui est initié par la Biennale et qui est une partie de la Biennale. C'est pour cela que la Biennale prend en charge totalement cet aspect-là, pour permettre d'avoir de la visibilité, mais aussi sur d'autres plans aussi. Oui, mais est-ce qu'après plusieurs éditions, il ne faut pas dépasser ce côté événementiel et créer des activités pérennes entre deux biennales? Parce que il ne se passe rien entre deux biennales. C'est ça, en fait, le grand problème. Oui, il y a eu des tentatives d'initiative entre deux biennales. Mais vous savez que la Biennale est un projet politique de l'État du Sénégal. Maintenant, s'il y a d'autres entités qui veulent créer quelque chose pour les privés, je pense que c'est possible. Mais l'État ne peut pas se permettre de faire une manifestation annuelle. Parce qu'on a des biennales, c'est chaque 2 ans. Maintenant, aux acteurs privés, de combler cet espace qui est vide, qui est disponible. Et de prendre le relais. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations, mais qui ne sont pas très visibles, mais il y a quand même des manifestations qui se font entre deux biennales, et je pense que c'est quelque chose de bien aussi. À mi-chemin, nous avons un invité à recevoir sur le plateau, et c'est la rubrique Contrepoint.
Professeur Gaïdé, pourquoi vous vous intéressez à l'art? Je ne suis pas critique d'art. Je m'intéresse à ça puisque dans l'enfance, j'étais nul en mathématiques. Et quand je révisais mes mathématiques, au lieu de réviser mes mathématiques, je traçais des lignes que j'exagérais. Et d'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je prends un stylo, c'est pour tracer des lignes, mais c'est pour sortir aussi une image. Parce que dans la première émission, vous lui avez posé une question extrêmement importante. Comment il fabrique. Au même moment où il parlait, j'étais en train de dessiner un personnage. Et il y a une demande interne qui vous dit, faites la tête, non, faites le bras, et tout d'un coup, ça peut se transformer. Parce que lui, il a dit quelque chose aussi d'important dedans et qui rencontre mes soucis en tant qu'historien. Parce que si je me suis intéressé plus tard, depuis quelques années, à l'art carrément, parce que je crois que je suis dedans, même si je ne produis pas, c'est que ça m'a permis de comprendre mieux ce que c'est que l'interprétation d'un texte historique. Puisque eux, quand ils fabriquent un tableau, c'est des couches qui se superposent. Donc il y a un palimpseste qui est là. Et moi, en tant qu'historien, je peux faire l'archéologie de la production finale, enfin ce qui a été accroché à la simèse. Mais il y a une archéologie à faire et qui dépend de ceux qui posent un regard sur l'élément qui a été produit. Et moi, en tant qu'historien, en tant que travailleur de texte et de discours, je suis obligé de travailler sur le discours inanimé. Parce qu'il a dit tout à l'heure que l'art, c'est le mouvement. Et donc, un tableau posé là, collé à un mur, il n'est plus en mouvement. Mais les mouvements sont condensés dans les couleurs et c'est aux critiques d'art de faire bouger les mains de l'artiste. Parce qu'il badigeonne. Donc, il faut que ce soit en mouvement. C'est pourquoi j'avais toujours peur du terme créateur en art, mais l'artiste est un créateur. Mais il ne faut pas le prendre dans le sens divin du terme. Nous imitons quelque chose, puisque la statuette qui est là sur son piédestal, qui est posée, elle parle, mais c'est un autre qui doit la faire parler. Puisque l'artiste, lui, il parle, il dépose, comme si c'était une parole scellée. Il a sa parole, mais c'est à moi de venir et de regarder les détails de sa parole. Puisque moi, quand je regarde un tableau, je regarde les vides laissés par l'artiste. C'est-à-dire le passage de la main, c'est-à-dire tous les petits vides qui me permettent de lire autre chose. Et tout à l'heure, et c'est ça qui me permet de lire beaucoup d'artistes sénégalais, surtout les jeunes. Et il a dit tout à l'heure, je pense, le soubassement de tout cela est lié à l'enseignement coranique, au fait qu'il prépare le daha lui-même et qu'il prépare lui-même son qalem et qu'il écrive, puisque nous avons tous dessiné. Il n'y a pas un individu qui n'a pas dessiné dans sa vie. Maintenant, pour revenir à la première question, pourquoi je m'intéresse à l'art, justement, puisque moi, je dessinais quand j'étais petit. Il y a beaucoup de choses dans l'enfance qui reviennent quand on grandit. Parce que je dis aux gens que les jeux d'enfants, ce ne sont pas maintenant, avec le recul et l'expérience, ce ne sont pas des jeux. C'est un apprentissage à la vie. Puisque tout simplement, les enfants, quand ils jouent, ils reproduisent la vie en miniature. Les petites voitures, aujourd'hui, c'est des 4x4 après. Les maisons au bord de l'eau qui s'effondrent, c'est la maison après. Et ce sera un couple qui est en train de construire. La fille a sa poupée, elle fait sa cuisine. Et tous les éléments de la société sont là. Et donc, ce qui fait que quand on grandit, plus on grandit, plus on dépasse ces stades. Mais ces stades peuvent revenir comme une réminiscence. Mais quand ils reviennent comme réminiscence, il faut y poser un nouveau regard, qui est le regard de celui de l'adulte, pour y sortir la leçon qu'on n'a pas pu apprendre quand on était tout jeune. Alors, professeur, si on vous a invité ici, ce n'est pas le fait du hasard, c'est parce qu'il y a une certaine complicité avec notre artiste invité, Khalidou Kassé, et il a lui-même signé le postface de cet ouvrage, Suintement de couleurs. Comment est née cette rencontre, cette complicité intellectuelle? Comment vous êtes rencontrés? J'appelle Khalidou Kassé maître, parce que depuis 5 ans,
justement la production de ce livre, Sointement de couleurs, sous fichier banderole, l'art de l'invue. J'ai pensé à lui, parce qu'il fallait que il faut que je l'avoue, il fallait que j'ai la signature d'un artiste qui a lu ce que j'ai fait sur l'art. Parce que j'ai pris un esthéticien qui a fait la préface et un artiste confirmé qui ferme, mon collègue le professeur Babacar Mbaye Diop, qui fait d'excellentes choses sur l'esthétique de l'environnement d'ailleurs à l'université, qu'il faut encourager. Et donc, il me fallait trouver une caution, puisque c'est ça aussi, puisqu'on ne peut pas faire une aventure si on n'est pas balisé par quelqu'un, par des gens. Tout à l'heure, vous l'avez dit, et vous avez terminé d'ailleurs sur le mécénat. Donc, il a été mon mécène et il me dit toujours, je voulais aller rejoindre son école, il me dit toujours, ton pinceau est sur place, ton chevalet est là, tu viens, tu t'exécutes, tu n'as rien à apprendre. Mais non, on ne s'improvise pas artiste. Je le dis d'ailleurs dans le poème. On ne s'improvise pas artiste, puisqu'on doit d'abord être dans le bain de la société dans laquelle on vit pour comprendre la production quotidienne de sa culture, afin de pouvoir restituer cette production quotidienne qui puisse répondre justement aux réalités. Si nos musées ne sont pas fréquentés, c'est que peut-être ça ne répond pas aux critères de la société telle qu'elle vit présentement. Et il a dit quelque chose d'important, le matériel, l'ancien matériel qui doit être mis en musée. Le dernier livre de l'un de nos plus grands sociologues, le plus grand, le professeur Boubacar Ly, il le dit à l'intérieur de ce livre qui a été écrit par mon collègue Souleymane Gomis, pour vous dire tout simplement que les gens travaillent. Il dit qu'il nous faut un musée des choses utilitaires. Puisqu'il parlait du garde-manger dans le livre et qui n'existe plus, et que mon collègue lui posait la question de savoir qu'est-ce qu'un garde-manger. Moi, personnellement, je l'ai connu. Ça dépendrait peut-être des familles, ça dépend de plein de choses. Mais nous avons de plus en plus besoin d'expliquer aux populations ce que c'est qu'un musée. Puisque quand vous amenez quelqu'un dans cette salle, il ne peut pas comprendre. Il voit des objets. C'est-à-dire qu'il faut qu'on désobjectise l'art, pour que les populations sachent que l'art est représentatif de ce qui veut disparaître, mais qui n'a pas disparu, qui est en mutation. Et donc, ce qui n'a pas disparu, c'est l'objet en tant que tel, il doit être là, parce qu'il a dit quelque chose, il faut que je revienne toujours sur ce qu'il a dit, parce qu'il dit, il aime la rupture, mais dans la continuité, quelque chose comme ça, puisque ça, c'est important ce qu'il a dit. Démarche de continuité, mais différemment. C'est-à-dire que nous avons passé les marmites traditionnelles, mais nous pouvons bien les mettre ici, puisque ça, je vous ai dit que les choses reviennent par réminiscence. Donc quand on revient, on voit que sa chose est bien installée, ça dépendra de la position et des couleurs qui l'accompagnent, et tu vois ta chose changer différemment. Puisque je crois qu'il y a un problème chez nous, même nous. On n'utilise pas beaucoup, par exemple, nos meubles. Mais quand tu vas chez un ami Toubab, tu te retrouves avec nos meubles, tu dis « Oh, c'est très joli tout ça ». Et il te répond automatiquement, pourtant je l'ai acheté sur le marché. Mais nous, j'ai dit que nous n'avons plus ce œil, puisqu'il nous appartient. Nous sommes à l'intérieur, dedans. Il est presque collé à nous. Donc il faut qu'on sorte de l'objet, qu'on dise que l'objet c'est celui-là, mais il est dépassé, mais il n'est pas du tout dépassé, puisqu'il marque quelque chose. Qu'est-ce que cela vous apporte d'avoir le regard des universitaires sur votre travail? Moi, je pense que le regard de l'universitaire est important. Ça nous ramène aujourd'hui à la question de la recherche du savoir, la lumière. Quand je parle de ça, nous sommes au XXIe siècle. On n'a plus le droit de dire que je suis peintre autodidacte, ou je n'ai pas fait l'école des beaux-arts, ou je ne fais. On apprend partout. On parlait de cet objet-là. C'est un objet traditionnel. On peut l'interpréter de plusieurs façons. Le professeur Ngaïdé dit ce gros nez qui est en face de lui, il en porte un, mais peut-être c'est un objet qui prolonge la vie. Dans le rituel, moi c'est ma lecture. Parce que je parlais encore d'objets d'art
rituel et qui devient utilitaire. Quand on prend la calebasse, on en faisait du rituel, mais finalement on peut manger avec la calebasse du lard avec. Donc c'est non seulement rituel, mais c'est utilitaire. Quand on prend un cori, on prend la puce électronique, la même charge électronique qui est dans la puce, on le met dans le cori, on a un autre objet, mais différemment, qui agit, qui peut même faire du guissané, mais électronique. Vous voyez comment on peut interpréter. Mais cela demande des moyens. Cela demande d'aller à l'école, d'apprendre encore, parce qu'on est au même niveau d'information du monde entier. Cette porte, elle est ouverte, comme je le dis encore souvent. C'est une porte ouverte sur le champ de tous les possibles. Il faut aller à l'école, apprendre. Même si on a ce don, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas, c'est d'apprendre à être un artiste. Ce n'est pas possible. C'est d'abord un don qu'on a en soi, et on exploite ce don-là, mais en allant acquérir les outils qui vous permettent de savoir quels sont les matériaux qu'on utilise sur le plan technique. Sciences sociales, je suis obligé, ma matière, ma discipline doit déboucher sur des objets concrets. Et c'est possible. Puisque, comme il l'a dit tout à l'heure, pour aller exposer, il faut une note conceptuelle. La note conceptuelle, elle ne dépend pas de l'artiste. Elle peut dépendre de l'artiste, puisque un artiste peut être doublé justement dans critique d'art. Et ce serait d'ailleurs une bonne chose. La note conceptuelle, c'est ceux qui regardent le tableau et le nez qui peuvent interpréter autrement. Parce que l'artiste, il a une conception, comme il l'a dit, il nomme son tableau. Par exemple, moi, vous ne verrez pas dans le livre que je n'ai pas nommé, je n'ai nommé qu'un seul tableau, qu'une seule photo. Parce que tout d'un coup, au moment où je faisais le travail, j'ai été confronté à un problème de nommer. J'ai dit, est-ce que je dois nommer ou je ne dois pas nommer? Non. Comme j'ai vu quelque chose, moi, personnellement, et que quand je montre aux autres l'image que j'ai, ils voient autre chose, donc je ne nomme pas. Mais c'est aux gens qui font sciences humaines, sciences sociales et qui interprètent les textes et les littéraires qui doivent donner de la valeur ajoutée au tableau muet ou à la statuette qui est là devant nous, sans qu'on sache qu'est-ce qu'elle fait ici et qu'elle vient d'où. L'art comme objet historique, digne d'intérêt pour les historiens, parce qu'on peut recomposer ou reconstituer des réalités historiques à travers les œuvres d'art, par le biais nécessairement de plusieurs lectures, de plusieurs interpellations. En tout cas, ceci nous place aux confluences de l'art et de la recherche et du monde universitaire. Et c'est des choses, ces deux éléments qui sont en jonction et qui doivent cheminer ensemble. Comme on le retrouve, cette lumière qui est présente sur votre tableau, cette quête perpétuelle du savoir. Et nous allons ainsi introduire notre rubrique qui présente un objet culte et un objet en lien avec un haut lieu de savoir. Des molécules gigantesques d'une hauteur de 7 mètres, vernies aux couleurs du Sénégal. Voilà ce que vous remarquez en premier devant l'Institut de recherche et de santé du professeur Souleymane Mboup à Diamniadio. Une sculpture qui fait appel aussi bien qu'à l'art qu'à la science. J'ai fait des esquisses qui m'ont donné cette molécule, mais qui représente aussi un personnage. Un personnage dans le sens où on sent la tête tout à fait en haut, mais c'est un personnage qui a aussi deux enfants. Mais ce sont des enfants qui représentent aussi l'esprit toujours de la recherche, ce que je veux dire, qui ont chacun 2 pieds debout, avec des pieds noirs, pour montrer un peu l'esprit de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique qui est ancrée dans ses us et coutumes, dans ses traditions, mais qui aussi sur le plan international, mondial, recherche et trouve. Cette œuvre contemporaine symbolise la place importante qu'occupe la recherche en Afrique. L'artiste doit être transversal. Le travail de l'artiste ne se résume pas seulement à réaliser une toile, comme d'ailleurs le font les premiers artistes, ce que je veux dire, les artistes classiques de la Renaissance et tout. Ils étaient toujours dans la recherche parce qu'il est arrivé de faire de la peinture, de la sculpture, de la céramique, tout. Moi, en tout cas, tout ce qui me vient à l'esprit m'interpelle pour y trouver quelque chose à réaliser,
pour créer une œuvre d'art. La recherche et la science ont toujours occupé une place de choix en Afrique. Ces pieds de la molécule peints en noir montrent à suffisance que l'Afrique a toujours été un beau chercheur, souvent à la base de beaucoup de découvertes scientifiques. Quel est le message de l'artiste sur la science? L'art a toujours été avec la science. L'art a toujours accompagné la science, comme la science a toujours accompagné l'art. Quand j'ai rencontré le professeur Souleymane Mboup par rapport à cette molécule, on a échangé. Tout de suite, il m'a dit que j'ai un financement pour construire un centre de santé, mais je voulais quand même le côté artistique. Qu'est-ce que tu peux me proposer? J'ai fait mon recul, j'ai pris le temps de réflexion. Je suis revenu pour lui dire que je vais faire une sculpture de molécules, simplement. Cette molécule aujourd'hui est l'identité même de l'IRSF. Et c'est là où le professeur Mboup même m'a dit que vraiment je viens de comprendre l'art et le complément de la science. Parce que la science, aujourd'hui, comme si on se rappelle encore des artistes classiques, quand on dit Léonard de Vinci, qu'est-ce qu'il n'a pas créé comme objet? Il a tout inventé par rapport à ses dessins. Mais il est bon des fois même de rappeler à la conscience collective l'histoire de l'art, comment des choses sont nées et qu'on voit tout le temps devant nous. C'était important, parce que l'art a toujours accompagné la science. D'ailleurs, l'art, c'est la science aussi. Parce que quand on fait un mélange, même sur le plan matériau, matière, quand on sort des couleurs, c'est une question de savoir quelles sont les couleurs qu'il faut mélanger. Ce n'est plus rien qu'on a dit, qu'il y a des couleurs chaudes, des couleurs froides, qu'il y a des couleurs complémentaires, ainsi de suite. Et tout cela découle de la science. Mais au-delà, la matière physique, c'est dire qu'est-ce qu'on fait pour rentrer dans l'histoire, dans la science. J'ai été invité une fois par le professeur Magué Kassé à l'université pour véritablement animer une conférence dans une école doctorale sur création et innovation. C'était très intéressant pour les étudiants parce que c'était la première fois qu'ils découvrent, qu'ils vont à la rencontre de l'art au niveau de l'université, dans le grand amphithéâtre de l'université de l'UCAD 2. Et c'était magnifique et on a passé une très belle journée de rencontres, d'échanges. Et je pense que c'était quelque chose qu'ils voulaient encore refaire parce que c'était important pour les étudiants. Aujourd'hui, la science est au centre de tout. Mais l'art aussi est toujours un phénomène qui, autour, essaie de capter les choses essentielles et les restitue. C'est-à-dire l'invisible, ce que j'appelle la présence-absence. Aujourd'hui, on parle de fléaux, de tous les fléaux, parce que Guernica a été peint pendant une période très difficile par rapport à la guerre. À la guerre d'Espagne, Picasso a été un artiste engagé pour parler de Guernica. Aujourd'hui, nous vivons aussi un phénomène qui est le coronavirus. L'artiste l'étudie autrement, parce que c'est un phénomène qui est en train véritablement de bousculer les habitudes du monde. C'est maintenant qu'on se rend compte qu'on était entassés en nous-mêmes, dans les aéroports, partout. On n'avait plus de distance, comme le disait tout sur le professeur Gandé. C'était très intéressant. C'est maintenant qu'on se dit qu'est-ce qu'on utilise comme outil. On prend nos valises, tout le monde le prend en même temps, tout le monde utilise les mêmes choses sans se rendre compte qu'il était important de reprendre notre souffle pour revoir un peu le monde sous un autre œil. Professeur, il faut que les artistes ont un rôle à dire sur le monde scientifique, sur la création scientifique. Est-ce qu'ils viennent en complément de ce que font les créateurs, les scientifiques, je veux dire? Quel est leur message? Quel doit être leur message de l'art sur la création scientifique? Je pense qu'il a répondu, et j'attendais d'ailleurs Léonard de Vinci, faire apparaître Léonard de Vinci, qui, au moment de se dessiner, il était prêt à sectionner des animaux pour savoir comment ils sont structurés à l'intérieur. Et il a dessiné des choses indépassables. L'anatomie du corps, aujourd'hui, c'est Léonard de Vinci, peut-être même qui l'a introduit dans les enseignements. On ne sait pas. C'est possible. Et lui-même, il a créé quelque chose, une molécule. Je crois que, justement, il faut comprendre que l'image, de manière générale, c'est ce que je dis souvent aux étudiants, l'illustration, de manière générale, c'est la poursuite du concept. C'est le prolongement du concept. En tout cas, on aura compris votre souci de placer l'œuvre d'art dans une perspective historique, aussi bien que ce soit dans le temps
et dans l'espace. Khalidou Kassé, merci beaucoup. On a compris également à travers vos créations, votre non seulement souci esthétique, votre engagement de faire en sorte que les œuvres plastiques ou l'art plastique de façon générale soit également un moyen de développement de façon générale. Alors, chers amis téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission Art en scène que j'ai eu le plaisir encore une fois de vous présenter avec le soutien de ma collaboratrice et réalisatrice Lobé Ndiaye. Également remercier l'ensemble des équipes techniques qui ont participé à la réalisation de cette émission et surtout remercier le musée des civilisations noires et à commencer par son directeur, le professeur Amadou Bokoum, qui nous a accueillis dans ce magnifique espace. À très bientôt pour un autre numéro de Art en scène.